Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed suit l'état d'avancement du futur complexe hôtelier dans la région du Rassian. Et dans l'actualité régionale, le nombre de cas augmente et l'inquiétude grandit en Ouganda concernant le virus Ebola. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du président de la société Touch Road International et l'ambassadeur de Djibouti en Chine, s'est rendu donc aujourd'hui à Rassian, dans la sous-préfecture de Korangar, dans la région d'Obok. Le Premier ministre et sa délégation ont été accueillis par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, et le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Benouita, ainsi que du président du conseil régional. La délégation, donc conduite par le Premier ministre, s'est dirigée d'emblée vers le chantier de construction du complexe hôtelier touristique de la région d'Obok pour inspecter et constater de visu l'état d'avancement de ce projet phare pour la région du Nord. La construction de ces projets est décomposée donc en 3 phases. La première est en finition avec une construction de 50 villas terminées. Cette visite a permis à la délégation conduite par le Premier ministre de constater l'avancement des travaux de construction du complexe hôtelier et recueillir les informations techniques nécessaires pour concrétiser ces infrastructures vitales pour la région d'Obok. L'infrastructure hôtelière est construite par la société Touch Road International Holding Group, société chinoise située sur une plage magnifique disposant d'une plage de sable fin d'un blanc écarlate. Sa mise en œuvre et sa mise en service notamment permettra d'héberger des potentiels touristes étrangers férus de sport nautique et comprendra un hôtel 5 étoiles qui reliera 50 villas, donc une piscine et une salle de conférence. Rappelons que l'exécution de ce chantier d'envergure aura des retombées économiques pour les différentes composantes de la communauté obokoise. Écoutons à présent les explications du président directeur général de la société Touch Road. Today I come with the Prime Minister to visit this our place. It's just to see the progress of the work. Les grands travaux sont déjà terminés. Nous avons déjà commencé les travaux de finition. Tous les équipements et matériels concernant les lits, les matériels de cuisine, les autres fournitures sont déjà achetés et se trouvent dans les hangars à Shanghai. Lorsqu'on sera à la fin des travaux de finition, tous ces équipements et matériels seront au port de Djibouti et nous les transférerons ici pour que nous puissions procéder à la cérémonie d'inauguration de cet hôtel. Pour pouvoir procéder à l'inauguration de cet hôtel à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. C'est un hôtel de luxe parce que nous avons opté pour faire des villas de luxe. Et à l'intérieur, la définition et les fournitures seront des produits de très grande qualité. Le projet est composé de 3 phases. Donc c'est la première phase des 75 villas qui est actuellement en phase de finition. Donc il y aura la deuxième phase et il y aura une troisième et dernière phase également aussi. Le Covid a affecté toute l'économie mondiale, mais moi je crois au futur de Djibouti et à la vision du président de la République. Ma première visite en 2013 et ma première rencontre avec le président de la République, je crois et j'abonde et j'épouse votre vision. Je crois fermement à sa politique. Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux de ce complexe hôtelier. Voilà, il y a eu donc la construction de 75 villas qui sont en voie de finition. En voie de finition, quand je dis, nous avons visité les villas, il ne reste plus qu'à équiper maintenant. Quelques villas sont encore en finition, d'autres sont terminées. Vous avez un grand hall à l'entrée avec des salles de réunion, des pauses café, des petites réunions. Donc ça montre quand même que la zone va revivre. Va vivre et revivre surtout parce que c'est une personne. M. Hi
En fin de compte, il s'est lancé. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais il est venu dans une zone où il n'y a rien. Il n'y a rien. Le seul truc qu'on sait, en arrivant ici, nous sommes à côté de Bab el-Mandeb. Voilà la première île, qui est Rassian, et les autres îles qui sont en mer. Et la dernière, c'est là qu'il y a le Bab el-Mandeb, où 30% de trafic maritime mondial passe par là. Donc il faut le savoir. Ça, c'est ça. Donc il était connu que pour cela. Maintenant, ils vont connaître que le village de Rassian est devenu un hôtel où tout peut se faire, des réunions, il y a des gens qui vont habiter, même avant quand les gens faisaient de la plongée sous-marine, certains venaient pour la plongée sous-marine qui est derrière nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils dormaient sur leur bateau, ils faisaient la plongée et remontaient dormir sur leur bateau. Désormais, il y a un hôtel, les gens vont s'installer ici. Il y a plus, et en plus de cela, il a prévu quand même aussi, pour le moment, en tout cas ce sera des groupes électrogènes qui vont alimenter le village ici, mais en plus nous pensons que nous allons plutôt aller vers une énergie verte, l'énergie éolienne, qui actuellement les études sont en cours, et une fois que les études sont terminées, nous allons procéder à l'appel d'offres pour l'exécution des travaux. Et pour cela, nous avons tout est prévu pour cela. Mais ce que je disais tout à l'heure, le PDG de Tachereau, il s'est lancé. Maintenant, tout le monde va venir ici, ils vont voir ce qui se passe ici, ils vont voir qu'il y a quand même un hôtel de classe, et tout le monde va demander des terrains dans toute la zone. Parce que n'oubliez pas, il y a plusieurs fois, il y a des investisseurs qui sont venus et ils nous ont dit une chose. Cette zone ressemble à Sharm el-Sheikh, non pollué. Voilà, c'est Sharm el-Sheikh non pollué. Donc, les gens veulent se lancer à faire des hôtels. Sauf qu'il n'y a ni eau ni électricité. Maintenant qu'il y a l'eau et l'électricité, je pense que tout va se faire. Nous, de notre côté, nous allons tout faire pour qu'un aéroport soit donc, construit sur zone. Bien sûr, après aussi, pour les touristes, ça sera vraiment un boom économique pour le pays. Dans l'actualité, toujours, à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a organisé ce matin la manifestation Walk the Talk de la parole aux actes, avec comme thème le défi de la santé pour tous pour sa seconde édition. Après la première édition historique à Dikil, cette fois, c'était au nord à Tadjoura que tous les amoureux de la marche se sont donné rendez-vous. L'événement est co-organisé par le secrétariat d'État au sport, le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé en partenariat avec la préfecture et le conseil régional de Tadjoura. Outre les membres du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État au sport, la journée a vu la participation de plusieurs parlementaires, des autorités des régions du nord du pays, des représentants des institutions organisatrices, des corps armés, ainsi que plusieurs invités de tout âge et de tout horizon qui sont venus relever ce challenge. Se regroupant devant l'hôtel Le Golf pour le départ, les marcheurs en t-shirt blanc griffé Walk the Talk ont envahi la ville en empruntant la route nationale pour chuter sur l'esplanade de la préfecture dans une ambiance chaleureuse et musicale. L'objectif étant de promouvoir la santé accessible à toutes et à tous, de sensibiliser donc la population sur l'importance du sport dans la lutte contre les maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle, le diabète. À tous ceux qui ont participé de loin et de près à cette marche, comme vieux, jeunes, femmes, enfants, comme un seul homme, vous avez su répondre à la marche. Donc là, je vois des slogans, je suis vacciné et vous, donc il faut se vacciner parce que aujourd'hui, le Covid-19 n'est pas encore éludé, donc il faut vraiment se vacciner pour rester en bonne santé. Et le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement était parmi les officiels donc, qui ont conduit cette marche jusqu'à la préfecture. On écoute ses impressions. À la marche de Tadjoura
qui est un événement qui est organisé donc par le secrétariat d'État chargé du sport avec la préfecture et le conseil régional. Beaucoup de gens sont venus participer à cet événement, qui est d'abord un événement social, très convivial. Nous avons fait à peu près 3 km de marche et nous sommes aujourd'hui donc maintenant arrivés à la place du 27 juin. Et donc il y aura certainement quelques discours qui seront prononcés. Je crois que c'est important aussi que le sport devienne partie intégrante de la société djiboutienne, pas seulement le 4. Les gens pensent plus au 4 qu'au sport. Je crois que ce genre d'événement permet de rappeler aussi que le sport fait partie donc de notre mode de vie, doit faire partie de notre mode de vie. Et ce mode de vie qui intègre le sport, c'est un mode de vie, je dirais, où il y a donc cette santé qui est mise en avant. Et c'est un mode de vie sain. Et il faudrait donc que de plus en plus, pas seulement les jeunes, même les moins jeunes peuvent participer. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des moins jeunes qui ont participé. C'est une très bonne chose. Et je crois qu'on ne peut qu'encourager ce genre d'événement de plus en plus. Et rappelons que cet événement a été organisé par le secrétariat d'État au sport. Écoutons justement les propos du secrétaire d'État, Hassan Mohamed Kamil. Et la marche est un bienfait. Elle contribue à beaucoup de choses. Et il faut dire aujourd'hui que Tadjoura n'a pas été choisie, la ville blanche n'a pas été choisie par hasard, parce que nous avons la meilleure équipe de notre département aussi à Tadjoura. Bravo. Dans toutes les régions, nous avons des marches dans l'année. Nous avons Dodoria, nous avons Arta, nous avons Dikil, nous avons Daasbio à Lissabié, mais pas à Djibouti. Donc très prochainement, on va initier, Inch'Allah, soit le premier samedi du mois, soit le premier samedi en dernier du mois, pour essayer d'organiser une marche pour les Djiboutiens qui se trouvent à Djibouti, parce qu'ils ont tellement besoin. Mahmoud a soulevé que pas mal de jeunes aujourd'hui sont attirés par l'herbe verte, le 4. C'est vrai, c'est pendant un temps qu'ils sont assis, 2 heures et 2 heures, le fait de bouger va leur servir de choses. Nous avons la diabète, nous avons l'obésité, nous avons l'hypertension, nous avons les AVC. Donc, si nous, premiers responsables aujourd'hui de sport, on n'initie pas cette marche, laissons de côté un peu la course, mais la marche qui est à la portée de tout le monde. Donc j'ai pris tout le monde pour qu'ils puissent, surtout le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura, pour qu'ils initient, comme aujourd'hui, on a déjà lancé à Tadjoura, que cette activité soit pérenne, en fait, qu'elle soit pérenne. Donc je dis bravo à tout le monde. Dans l'actualité également, jeudi, donc ce week-end, s'était clôturé le Djibouti Rising. Pour rappel, ce projet d'envergure avait pour mission de relancer la reprise économique et atténuer les effets de la crise sanitaire du Covid-19 qui a largement impacté l'économie djiboutienne. Après les discours des officiels, les jeunes entrepreneurs ont présenté leur projet. Premier pas donc vers l'entrepreneuriat devant un panel composé d'investisseurs et propriétaires d'entreprises, de banquiers, des investisseurs potentiels, y compris des représentants des banques de la place et autres qui étaient tous présents dans la salle. Ces jeunes donc ont fait leur pitch sur leurs idées d'affaires avec des projections à l'appui, des projets d'envergure, des projets choisis pour leur originalité et surtout pour leur impact sur tous les plans. L'impact social, surtout sur certains de ces projets, mettait l'humain au centre de leurs activités tout en encourageant l'entrepreneuriat agricole, surtout agroécologique, l'économie, la création d'emplois, mais avant tout la clarté des projets. Ces jeunes, il faut le rappeler, ont tous été sélectionnés, coachés et accompagnés durant tout le processus. Les banquiers et potentiels investisseurs ont été ravis d'avoir pu découvrir des projets à la fois ambitieux, bien réfléchis et répondant à des problématiques et des responsabilités à la fois économiques, écologiques, mais aussi sociales. Écoutons pour plus de précision l'intervention du président des associations des banques. Les financements sont là à Djibouti. On me dit toujours que c'est difficile de financer ces projets. Aujourd'hui à Djibouti, nous sommes 14 banques, ce qui est une bancarisation extrêmement importante à Djibouti. Les dépôts que nous confient les Djiboutiens nous permettent de faire des crédits aujourd'hui.
La BCIMR, en 2022, nous avons un programme de 2 millions de dollars spécifiquement pour les entreprises. 2 millions de dollars, c'est 400 millions de francs DGF. Et à ce stade, je dois vous avouer qu'on n'en a consommé que la moitié et on attend les projets. Donc, je le dis déjà aux lauréats, les 10 projets sélectionnés peuvent venir à la BCIMR, nous les accueillerons et nous les financerons parce que nous avons de la place dans ce programme. Je vois mon directeur du crédit sur le côté qui fait la tête parce qu'il sait déjà que les dossiers vont arriver. Donc, je vous attends pour les déposer. Et ça permettra à la communauté bancaire de se positionner à mes côtés aussi parce que la compétition, elle est saine entre les banques pour attirer les meilleurs projets dans les banques. Et je pense que là aussi, on doit démontrer sur le secteur bancaire qu'on attire les meilleurs projets dans la compétition et les services qu'on va leur donner, puisque la relation banque-entreprise, elle doit être équilibrée. C'est toujours la rencontre entre une conviction et une volonté. La conviction, c'est celle du chef d'entreprise. C'est de nous vendre son projet, de le partager avec efficacité. Hein, ne sous-estimez pas cet aspect-là. Quand vous venez nous voir, il faut aussi nous convaincre. Et la volonté, c'est la nôtre, celle de financer les projets et les entrepreneurs. C'était donc l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite de travail au Royaume du Maroc du 26 au 29 septembre dernier. Durant cette mission, il était accompagné des hauts responsables de l'armée djiboutienne ainsi que par son excellence, donc l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Mohamed Dour Hersi, qui se joint donc à la mission dès l'arrivée du général. Et c'était donc le mercredi 27 septembre dernier à l'inspection générale des forces armées royales marocaines que le chef d'état-major général des armées a rencontré son homologue, le général de corps d'armée Belkhir Al-Farouk, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud avant de passer en revue les troupes d'honneur composées par un détachement du quartier général des forces armées royales marocaines. La délégation djiboutienne a dans la foulée également été présentée à l'inspecteur général marocain qui s'est réjoui de leur présence. Et après les honneurs militaires, le général Zakaria Cheikh Ibrahim et sa délégation a été reçus par le général de corps d'armée Belkhir Al-Farouk en présence des hauts responsables des forces armées royales marocaines pour une réunion à huis clos de la plus haute importance. L'objectif de cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre la République de Djibouti et le Royaume du Maroc. Il n'a manqué de soulever le fort attachement exprimé par le président de la République et chef suprême des armées quant aux relations avec le Royaume du Maroc, ainsi que l'importance géostratégique de la République de Djibouti due à son positionnement sur la carte du monde et les défis régionaux auxquels elle est confrontée. Enfin, cette journée se terminera par un déjeuner solennel entre les deux généraux et les délégations des deux pays. Dans l'actualité également, une équipe de médecins chinois a effectué une caravane médicale pour la population de la région d'Ali Sabié du 29 au 30 octobre donc à l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye et ce à l'initiative du ministère de la Santé publique. Cette mission est rentrée en service sur place et l'équipe de spécialistes a ainsi effectué des consultations et dispensé de soins à des patients qui se sont déplacés en masse pour profiter de cette opportunité. Et elle était composée d'une dizaine de médecins de différentes spécialités, donc un ophtalmologue,
médecins ORL, dentistes et les acupuncteurs. Cette mission donc a eu lieu dans la région d'Ali Sabié, du 29 au 30 septembre. Le préfet de la région, Moussa Delmigani, accompagné du président du conseil régional, a fait donc immersion dans le centre hospitalier régional de la ville afin de s'enquérir du bon déroulement des soins offerts à la population. Les visiteurs de marque ont été conduits par des responsables du centre médical des locaux du directeur général par intérim de l'hôpital régional et les patients soignés sur place. Ils ont pu constater l'engouement de la population pour pouvoir bénéficier des soins tels que l'ophtalmologie, l'ORL, donc les médecins dentistes et les acupuncteurs. Par la même occasion, ils sont entrés en contact avec les soignants et les soignés qui ont tous approuvé le bon déroulement de cette campagne médicale. En septembre 2022, vont se dérouler une caravane médicale composée des médecins spécialistes chinois envoyés par le ministère de la Santé pour la population à Sédhiou. Il faut savoir que les médecins spécialistes chinois mènent à bien leur activité au sein de l'hôpital régional d'Ali Sabié en collaboration avec les autres médecins locaux. Donc nous exhortons l'ensemble de la population à venir consulter massivement. Par ailleurs, nous savons pertinemment très bien que la santé de proximité est une politique de santé initiée par le chef de gouvernement, mise en œuvre par le ministère de la Santé. Donc, en tant que responsable de l'hôpital régional d'Ali Sabié, je réitère mes remerciements au chef de l'État, mais aussi le ministre de la Santé, ainsi que les médecins spécialistes chinois qui sont quand même venus de loin pour partager leur expérience et leur savoir-faire, consulter nos compatriotes. Et enfin, un fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes. La brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec le détachement de la police nationale, a permis donc de saisir une importante quantité de marchandises de contrebande en provenance de l'Éthiopie, composée de plusieurs produits comme l'alcool, les médicaments périmés, des bouteilles de boissons ainsi que des vitamines et des gros sacs contenant du khat, tous des produits issus de la contrebande. Les policiers et les douaniers qui ont collaboré à la réussite de cette opération ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Actualité régionale à présent, deux activistes somaliennes ont remporté le prix Right Livelihood 2022. Les militantes Fartoun Aden et Ilwad Elman ont remporté le prestigieux prix considéré par certains comme le prix Nobel suédois pour avoir promu la paix, la démilitarisation et les droits de l'homme en Somalie face au terrorisme et à la violence sexiste. À Mogadiscio, la capitale somalienne, la mère et la fille dirigent le centre Elman pour la paix et les droits de l'homme. Elles offrent un soutien aux survivants de la violence sexiste et réhabilitent les anciens enfants soldats, alors que la famille s'est installée au Canada après l'assassinat du père d'Ilwad en 1996, un éminent militant pour la paix. Il avait notamment fondé avec Aden l'organisation à but non lucratif Elman Peace en 1990. À l'époque, l'organisation se concentrait sur une initiative intitulée Drop the Gun, Pick Up the Pen, qui soutenait le désarmement et la réhabilitation et la réintégration de milliers de jeunes gens issus de milices claniques en Somalie. Les deux femmes sont revenues dans leur pays d'origine en 2010, inspirées par la volonté de changement de la jeunesse somalienne. Ce n'est pas la première fois que les deux jeunes femmes sont récompensées pour leur combat en faveur des droits de l'homme, souvent au péril de leur vie. Elles ont promis de poursuivre leur travail d'autonomisation des femmes et des jeunes dans le cadre de la reconstruction de la Somalie. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, Ebola, le nombre de cas augmente et l'inquiétude grandit en Ouganda alors qu'une nouvelle épidémie de virus mortel a été déclarée il y a 10 jours. Le ministère de la Santé du pays a relevé 35 cas confirmés, dont 7 décès, particulièrement dans la communauté de Madoudou, épicentre de l'épidémie. Les mesures prises par le gouvernement ougandais pour enrayer la propagation du virus Ebola au cours des premiers jours ont alarmé la population lorsque les cas suspects et les contacts ont été regroupés au centre d'isolement. L'un des plus grands défis dans l'identification des cas d'Ebola a été la lenteur des tests d'échantillons. Le gouvernement est en train de se procurer un centre de dépistage mobile qui devrait renforcer les efforts pour freiner la population du virus et aider à identifier rapidement les cas.
Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.